Bonjour, je vais vous parler de l'expérience d'Emoto, de Masaru Emoto, l'expérience des riz, avec le riz amour, le riz haine, le riz amour qui est tout beau, tout préservé, le riz haine qui est tout moche, tout pourri, et on va s'en servir comme prétexte pour voir comment ça fonctionne pour de vrai la démarche scientifique. Ce qu'on voit présenter sur les réseaux sociaux comme étant des expériences, c'est vraiment pas du bon boulot. Là, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment de suivre une bonne méthode. Pour ça, je vous propose vraiment d'aller regarder l'article qui est beaucoup plus complet que cette vidéo. Dans la vidéo, je vais quand même vous montrer quelques photos de ce que j'ai mis en place pour faire ça. Mais la toute première étape, c'est de rédiger une revue de littérature. Comme le sujet n'est pas scientifique, mais que c'est de la pseudo-science, ça a été rapide et c'est assez bâclé. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il n'y avait pas grand-chose. Ensuite, j'ai préparé mon matériel, donc j'ai pris mes boîtes de pétri, je les ai étiquetées. En fait, chaque boîte avait un numéro, ce qui me permet de faire un numéro d'anonymat en fait. Comme ça, on ne savait pas si c'était une boîte qui serait amour ou haine. Ces boîtes, la moitié est partie sur un plateau amour, l'autre partie sur un plateau haine. Et puis, ils ont été remplis avec une cuillère à café de riz bien mouillé. L'expérience devait durer 14 jours. Et voici ce qui devait se passer. Voilà, je suis prête, j'ai mon protocole avec moi, la date de début, la durée de l'expérience, la date de fin prévue, toutes les étapes à faire et à cocher au fur et à mesure, ce que je devrais faire tous les jours, c'est-à-dire dire à haute voix et exprimer émotionnellement de la haine au plateau haine, et dire et exprimer de l'amour au plateau amour. Et j'ai choisi le fait de prendre des plateaux pour des raisons très pratiques, limiter la manipulation des boîtes de pétri qui risquaient de provoquer des contaminations accidentelles et aussi de renverser tout simplement. Tous les jours, ce que je vais faire, c'est en fait tout simplement, vu que le placard a pile poil la bonne taille, je les empile dans le placard, mais comme ça peut influencer, il peut y avoir par exemple plus d'humidité et de chaleur dans celui en dessous, tous les jours, leur position va être inversée. Je vais prendre celui du dessus, commencer par celui du dessus, voilà, et je le mettrai en dessous et faire le deuxième qui se retrouvera au-dessus. Le lendemain, ce sera celui-ci que je ferai en premier, ce qui permettra d'avoir une rotation et d'avoir un peu toujours quelque chose d'égal. Voilà, l'expérience est terminée, elle s'est terminée beaucoup plus tôt que prévu. J'avais prévu de faire sur 14 jours, finalement j'ai dû arrêter à 4 jours à cause de l'odeur. Dans ce cas-là, s'il y a des imprévus, on ne change pas le protocole a posteriori, on ne dit pas oui finalement j'avais prévu ça, non non. On le dit officiellement, on dit voilà j'avais prévu ça, je n'ai pas fait comme ça parce que, et on explique ce qui s'est passé. Donc c'est bien, vous avez aussi un exemple de choses qui ne s'est pas passé comme prévu. Je vous ai tout expliqué dans l'article, je vous ai expliqué quoi faire quand ça arrive, quoi faire aussi pour éviter que ça arrive, notamment avec les pré-tests. Et puis, vous avez les résultats, bien entendu, que je vais vous expliquer très brièvement. Alors, la couleur, ça n'a pas été compliqué, tous les 40 pots étaient de la même couleur. La personne qui est à côté, qui n'était donc pas moi, je le rappelle, ça a évité que la personne qui manipule et la personne qui cote, qui fasse les cotations, qui estime, soit la même personne. Et en plus, c'était avec des numéros, c'était anonyme, c'était en aveugle, c'était personne ne sait rien, c'était parfait. La personne a dit, bon bah tout est en niveau 2, voilà. Et effectivement, en regardant, les pots étaient vraiment de la même couleur. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans ce cas-là. Soit on considère que c'est un problème d'échelle, et dans ce cas-là, 1 à 3, ça ne suffit pas, et il faut faire une échelle qui est beaucoup plus étendue, une échelle de Likert par exemple qui va de 1 à 5, de 1 à 10. Là, il était vraiment de la même couleur, donc c'était pas un critère qui serait sur ce type de protocole précis avec ce que nous on a obtenu, un critère adéquat. Donc on ne le retiendrait pas, on prendrait autre chose comme l'odeur. Mais là, ça va être chaud parce que un par un, sentir les trucs qui puent, c'est un peu difficile pour les expérimentateurs. Et on avait comme deuxième critère la moisissure.
qui aurait donc été le seul retenu. Pour les moisissures, on avait 1, absence de moisissure, 2, présence de moisissure, et niveau 3, présence très nette, importante de moisissure. Tout a été entre 1 et 2. Et en fait, j'ai été très étonnée qu'on ait une répartition aussi égale. On a eu strictement, exactement la même chose, c'est-à-dire 14 échantillons, parce qu'il y avait 20 boîtes amour, 20 boîtes conditions N. On a eu 14 échantillons qui ont été cotés 1, absence de moisissure, et 6 échantillons qui ont été cotés présence faible de moisissure. Donc, rigoureusement identique. J'ai quand même fait le test choisi qui était le Mann-Whitney U. Alors je dis ça à la française, je ne sais pas comment ça se prononce, je les vois toujours écrits. Je vous ai mis pareil sur le site sur lequel j'ai calculé le Mann-Whitney. Les résultats, mais enfin bon, voilà, c'est égal, hein. On n'est pas sur quelque chose de très passionnant. Il y a un espace avec les résultats formulés avec des mots, les limites de l'expérimentation, et aussi des pistes théoriques pour de futures études, sachant encore une fois qu'on est sur une thématique de pseudosciences et non pas de sciences rigoureuses. Il n'y a pas de revue de littérature sérieuse, costaud derrière. L'expérience des motos, l'expérience des RI, c'est quelque chose qui est très connu, très répandu, mais qui n'est jamais réalisé correctement. J'ai voulu vous proposer justement quelque chose de différent, c'est-à-dire de le faire correctement, avec plusieurs échantillons, avec un vrai protocole pensé en amont, et non pas je regarde les résultats et je tire mes conclusions à l'arrache, avec une réalisation en aveugle, avec des tests statistiques, etc. Donc mon étude elle a des défauts, bien entendu, mais elle conclut assez comme moi je l'attendais, mais pas comme attendu, d'après ce que les gens disent sur les réseaux. Absolument pas de différence. Le riz ça pourrit, ça moisit quand c'est mouillé, quand c'est cuit et mouillé ça moisit, et puis c'est tout. Si que vous soyez persuadé que c'est le cas ou que ce n'est pas le cas, vous pouvez refaire l'expérience à la maison sous différentes variantes. Ce qui est important, c'est de suivre une logique scientifique, et c'est ce que je vous décris vraiment dans l'article. C'est un peu ça mon message, c'est qu'on peut participer à la science de plusieurs manières. C'est pas forcément de la production, c'est-à-dire que là, je considère que ce que j'ai fait, ce n'est pas de la production scientifique, ça ne sera pas publié en peer-reviewed, ça sera pas des choses comme ça. C'est juste pour partager ce qu'est une démarche scientifique. Ce que vous pouvez faire pour participer, c'est réfléchir, c'est comprendre ce qu'est une démarche scientifique, c'est le faire circuler, et puis s'appuyer sur des personnes qui font des études sérieuses, et sur la pyramide de la science, etc. Et puis vous pouvez aussi participer en tant que sujet, par exemple pour des études médicales, pour des étudiants, alors ça arrive souvent, moi je suis psychologue, donc je vois plus pour des étudiants en psycho, mais en fac, il y a plein d'étudiants qui cherchent des sujets. Parfois, il y a des choses un peu plus exceptionnelles, comme ce qu'a fait le CNRS avec le Blob. En 2021-2022, nous on a eu la chance de pouvoir y participer, il y avait 3500 personnes, je crois, qui ont pu participer à ça. Ce que je vous souhaite, ce que je vous propose, c'est de prendre le temps de vous renseigner, de regarder, d'explorer, pourquoi pas d'expérimenter si ça vous amuse. Ça peut être fait aussi en famille, avec des enfants, sur des choses assez simples et en faisant un petit peu attention, parce que là par exemple il y avait le risque de développement de moisissure, c'est pas très sain. Donc voilà. En toute sécurité, vous voyez ce qui est faisable. Il y a des protocoles qui sont étudiés exprès pour les enfants. Parfois, on peut travailler avec les animaux de manière assez respectueuse, observer comment fonctionne le cycle de vie des escargots, des chenilles, des coccinelles. Il y a plein de choses que vous pouvez faire et qui permettent de stimuler un peu la compréhension de la démarche scientifique, de l'observation, des protocoles, etc. Et ça peut être vraiment très intéressant et très amusant, c'est pas du tout quelque chose qui est intrinsèquement rébarbatif. Donc je vous encourage à vous amuser sur la manière de pratiquer, mais avec un fond sérieux. On peut s'amuser sérieusement, on peut faire des choses sérieuses en s'amusant, je sais pas dans quel sens vous voulez le voir, mais en tout cas, la science, ça peut être bien fait et drôle.
Donc profitez-en, apprenez. Salut!